Salut, c'est Olivier. Après un long moment lié à un changement d'emploi du temps professionnel qui m'a obligé à faire une pause, je reviens avec cet épisode 8 de Curieuse Découverte. Curieuse Découverte, c'est un podcast de Culture G qui, pour cette première saison, prend la forme d'une promenade dans Paris. Il n'est pas nécessaire d'être sur place pour l'écouter, il suffit de se laisser porter par son imagination, c'est ça la magie de l'audio. Laissez une grande place à l'imaginaire. Tu trouveras de nombreuses informations, des liens et des photos pour compléter tes connaissances sur curieusedécouverte.com. Mais pour le moment, reprenons notre balade là où nous nous étions arrêtés, rue Monge. Je suis rue Monge au niveau de la rue Rollin et de ses escaliers végétalisés. La rue Monge a été créée en 1859 et elle a nécessité l'arasement du flanc de la montagne Sainte-Geneviève. C'est la raison pour laquelle ces escaliers existent, car auparavant la rue continuait son cours juste en face, mais à un niveau situé quelques mètres plus haut. D'ailleurs, ces travaux ont permis de faire une découverte exceptionnelle et je t'y emmène. Je traverse maintenant la rue Monge et je me dirige vers la rue de Navarre, qui correspond justement à l'ancien tracé de la rue Rollin, dont je te parlais à l'instant. La rue de Navarre porte ce nom depuis 1877. Il provient de l'existence d'un ancien collège, le collège de Navarre, situé dans ce secteur. Ce lycée a été fondé pour accueillir les étudiants qui venaient de Navarre. Alors, la Navarre, située au nord de l'Espagne, a été rattachée à la France grâce au mariage de Philippe le Bel, Philippe IV, avec Jeanne Ier de Navarre, grâce à qui a d'ailleurs été fondé ce fameux collège en 1304. Mais la Navarre est ensuite redevenue indépendante, puis a rejoint le royaume de France avec Henri IV, roi de France et de Navarre. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression de France et de Navarre, qui même de nos jours signifie partout en France. J'arrive à l'angle de la rue de Navarre et de la rue des Arènes. Il y a là, juste face à moi, un square très particulier. Je suis entré dans ce square pas tout à fait comme les autres et pour cause, je suis dans les arènes de Lutèce. Voilà ce qui a été découvert lors des travaux faits par Haussmann au XIXe siècle. Et en entrant, je lis cette plaque qui indique « C'est ici qu'a pris naissance au IIe siècle de notre ère la vie municipale de Paris ». 10 000 personnes pouvaient tenir à l'aise dans les arènes de Lutèce où les joutes nautiques succédaient aux luttes de gladiateurs. Les combats de fauves à la représentation de comédiens et des drames. Passant, songe devant ce premier monument de Paris que la ville du passé est aussi la cité de l'avenir et celle de tes espoirs. C'est un texte de Jean Paulhan, écrivain et membre de l'Académie française de 1963 à sa mort en 1968. Il s'agit donc ici des vestiges de cet ancien amphithéâtre gallo-romain qui était situé à l'extérieur de la ville, car trop imposant à construire au centre de la cité. La plaque parle de 10 000 spectateurs, mais des architectes ont évalué la possibilité d'accueil de ce lieu à 16 ou 17 000 personnes. On est grosso modo à une jauge équivalente à celle de Bercy, ce qui peut paraître surprenant quand on voit le lieu actuel, mais il faut imaginer que les gradins étaient bien plus imposants que ce qui reste. Et d'ailleurs, de grandes compétitions sportives se sont déroulées ici récemment, puisque de nombreux matchs de basket ont été joués dans ces arènes des années 1920 aux années 50. Il y a même des finales de championnat de France de basket qui se sont déroulées ici. Les arènes pouvaient alors accueillir jusqu'à 4000 spectateurs. Bon, c'est 4 fois moins de spectateurs qu'à la période antique quand même. Et à la période antique, vous imaginez un petit peu l'ambiance que ça devait être ici ? Bon, là, évidemment, les arènes sont entourées d'immeubles, mais il y a beaucoup d'arbres. C'est un endroit vraiment agréable, un petit peu coupé de la ville, et pourtant on est en plein centre de Paris. Et je vais maintenant sortir des arènes par l'autre côté. Je vais quand même rejoindre la rue des Arènes, et je vais sortir par un portillon. Il y a aussi un passage pour venir ici aux Arènes depuis la rue Monge, directement,
par une porte cochère qui permet d'accéder directement aux arènes. Mais là, je suis complètement à l'opposé. Et je me retrouve près d'un jardin, un potager. Il y a même une mare avec des nénuphars, c'est très mignon. Et là, je sors pour accéder à la rue des Arènes. Alors là, je me trouve face à une très belle maison. C'est ici au numéro 5 de cette rue des Arènes que vivait Jean Paulhan, l'auteur du texte gravé à l'entrée des Arènes que j'évoquais tout à l'heure. Et maintenant, j'avance en direction de la rue Linné. Et puis je vais tourner à droite là. Et je vais aller jusqu'au numéro 13. Là, au numéro 13, a vécu Georges Perec. Georges Perec, auteur de nombreux ouvrages, dont un, La disparition, qui a fait sensation en 1969, car écrit sans la lettre E. Puis un autre, 3 ans après, Les Revenantes, écrit avec un E à la place du A, car au prix de quelques libertés orthographiques, il a écrit tout le livre en n'ayant recours qu'à une seule voyelle sur les 6, la lettre E, justement. Cette même lettre qui avait disparu quelques années plus tôt dans la disparition. C'est aussi dans ce quartier, dans cette rue tout proche, la rue Guy de la Brosse, qu'a vécu Jane Birkin, qui fut compagne et muse de Gainsbourg, bien sûr, la mère de Charlotte Gainsbourg, qui lui a d'ailleurs consacré un joli documentaire. Jane Birkin qui nous a quittés cet été 2023. Alors là, je vais jusqu'au passage piéton pour traverser la rue Linné et face à moi, une fontaine, la fontaine Cuvier. Je traverse. Cette fontaine rend hommage à Georges Cuvier qui a popularisé l'anatomie comparée. Cette science qui a pour but de comparer l'anatomie de différentes espèces pour en déterminer les origines et leur processus adaptatif. J'essaye de faire au plus simple en fonction aussi de ce que je comprends. Pour l'anecdote, plusieurs animaux sont représentés, parmi eux un crocodile qui tourne la tête. Pas certain que Georges Cuvier ait apprécié car ce mouvement est tout simplement impossible pour les crocodiles. Je vais maintenant traverser la rue Cuvier. Et je me retrouve devant une des entrées du Jardin des Plantes. L'enceinte du jardin accueille des espaces plus passionnants les uns que les autres. On vient de parler de Georges Cuvier. Vous pouvez aller visiter le Muséum d'Histoire Naturelle avec la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée. Il y a aussi la ménagerie, c'est le zoo du Jardin des Plantes. Je n'oublie pas non plus la grande galerie de l'évolution et j'en passe. Il va falloir que je consacre un hors-série spécial de Curieuses Découvertes au Jardin des Plantes et à toutes ses richesses. Juste pour le plaisir de vous raconter une jolie histoire, un jour des années 30, dans le bassin des Nymphéas du Jardin des Plantes, un bassin qui n'existe plus aujourd'hui, des passants se sont émus d'une mésange qui nourrissait des poissons rouges. Les scientifiques ont expliqué que la mésange devait avoir perdu sa nichée et que par instinct et en confondant les bouches ouvertes des poissons avec des oisillons qui réclament la béquée, elle allait les nourrir. Il n'en fallut pas moins pour inspirer Jean-Max Rivière, qui en fit dans les années 60 une chanson, Un petit oiseau, un petit poisson s'aimait d'amour tendre, et qui fut interprétée par une grande dame de la rive gauche, Juliette Gréco. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? J'avance maintenant de quelques mètres le long du mur qui me sépare du Jardin des Plantes. Il y a ici une fontaine, c'est une fontaine Wallace. Il y a environ 120 fontaines Wallace à Paris, mais celle-ci est la seule dite en applique, c'est-à-dire fixée au mur. Je vais maintenant traverser en direction de la rue Lacépède. J'en profite pour revenir sur ces fontaines Wallace. Il s'agit de fontaines d'eau potable qui ont été installées à l'initiative d'un philanthrope, Richard Wallace, à la fin du 19e siècle. On doit leur design au sculpteur Charles-Auguste Lebourg. Et ces fontaines sont quasiment toutes vertes. À quelques exceptions près, il en existe d'autres couleurs, mais ça je te laisse les découvrir par toi-même et tu pourras même me les indiquer en commentaire si tu veux.
Alors pour t'aider à situer la rue Lacépède, si j'allais tout droit, eh bien ça me ramènerait directement à la place de la Contrescarpe où j'étais lors de l'épisode 7. Bernard Germain de Lacépède était un naturaliste français. Tu l'as compris, dans le quartier du Jardin des Plantes, tous les noms de rues nous ramènent à des personnalités liées aux sciences dites naturelles. Maintenant, je tourne à gauche, rue de Quatrefages. Et Jean-Louis Armand de Quatrefages de Bréau, je te laisse deviner, hein. Ouais, évidemment, biologiste et zoologiste au Muséum d'Histoire Naturelle. D'ailleurs, dans ce musée, il se passe parfois de drôles de choses. Demande donc à Adèle Blanc-Sec, le personnage de bande dessinée créé par Jacques Tardy. C'est dans la galerie de paléontologie qu'a éclos un œuf de ptérodactyle. Si, je t'assure, Luc Besson en a même fait un film avec Louise Bourgoin. La mort est le seul chemin qui mène à la naissance. C'est cette histoire de ptérodactyle. J'ai rien fait, moi. Mais c'est le grand oiseau qui a fait le coup. Un ptérodactyle au XXe siècle. Bon, j'avance encore dans la rue de Quatrefages. Et sur ma gauche, au 2 bis, l'entrée de la Grande Mosquée de Paris et son minaret. C'est en 1926 qu'elle fut inaugurée. Sa première pierre a été posée en 1922 et comme l'indique le site officiel de la Grande Mosquée de Paris, ceci allait inscrire à jamais le lien entre la France et l'islam et marquer la reconnaissance du pays pour les centaines de milliers de musulmans venus le défendre au cours de la Grande Guerre. La Grande Mosquée se visite, il est facile de s'y restaurer par exemple et aussi de venir au hammam comme dans Emily in Paris. Bon, je te parle pas de cette série à chaque fois que je pourrais y faire référence, car dans le quartier, ils ont tourné des scènes à chaque coin de rue. Allez, direction juste en face, place du Puy de l'Ermite, côté Père. Cette place s'appelait auparavant la place Sainte-Pélagie. Elle tenait son nom d'une maison créée au XVIIe siècle, située à proximité, qui abritait une communauté religieuse destinée à l'accueil des femmes dites débauchées. Alors pourquoi Pélagie ? Eh bien Pélagie était une actrice de mime et courtisane qui a vécu à Antioche au 5e siècle. Elle se serait repentie de cette vie dissolue en se retirant sur le mont des Oliviers près de Jérusalem, en se faisant passer pour un homme et en vivant en ermite. Et c'est à sa mort que les moines s'aperçurent qu'il s'agissait d'une femme. Je passe devant la porte cochère du numéro 8 et j'avance au niveau de l'angle avec la rue Larrey. C'est à cet endroit que dans le film Un éléphant ça trompe énormément, d'Yves Robert, se gare Claude Brasseur lorsqu'il accompagne Annie Dupéret et Jean Rochefort chez la marraine de ce dernier. Alors où est-ce que je vous drop tous les deux, comme on dit chez nous à Londres? Au Puy de l'Ermite alors, puisqu'on n'est pas loin. Je traverse en direction du square et je vais de l'autre côté de la place. Je continue donc à longer la rue Larrey. Bon, je traverse ici la rue Larrey, puis je vais à droite en passant devant le numéro 9 qui fait l'angle avec la rue du Puy de l'Ermite. Là, des fenêtres avec des grilles. Et à cet endroit se trouve un lieu chargé d'histoire. C'est un café, une librairie et un lieu culturel. L'Ours et la Vieille Grille. Il y a quelques années, ces murs abritaient le théâtre de la Vieille Grille. Rufus, Coluche, Romain Bouteille ou bien encore Jacques Higelin se sont produits ici. Cet ours continuait à tourner en rond dans sa cage des heures durant, alors qu'on en avait depuis longtemps ouvert la grille. Heureusement, après l'arrêt du théâtre, une activité culturelle a pu continuer à cette adresse. J'avance dans la rue du Puy de l'Ermite et c'est là, du côté Père, face à moi, que se trouvait la maison tenue par une communauté religieuse que j'évoquais tout à l'heure. Cette maison fermée à la fin du XVIIIe siècle a été remplacée par une prison à vocation politique. Alexandre Dumas a d'ailleurs dit de cette prison:
Sainte-Pélagie finit par ressembler en mieux à un quelconque bottin mondain. Bon, il faut dire qu'elle a été extrêmement bien fréquentée, si je puis dire. Parmi les détenus célèbres, citons Auguste Blanqui, le fondateur de Ni Dieu ni Maître, le peintre Gustave Courbet, Honoré Daumier condamné pour ses caricatures, Gérard de Nerval qui lui a d'ailleurs consacré le poème Petit château de Bohême, qui commence ainsi. Dans Sainte-Pélagie, sous ce règne élargi, où rêveur et pensif je vis captif, pas une herbe ne pousse et pas un brin de mousse, le long des murs grillés et frais taillés. Le marquis de Sade a également été incarcéré ici pour ses écrits jugés obscènes, tout comme le célèbre Vidocq, ex-bagnard évadé qui devint indique, policier puis détective privé. C'est d'ailleurs à cause, entre autres, de la jalousie éprouvée par la police qu'il fut incarcéré. Personnage au parcours tellement incroyable qu'il fit l'objet de 2 séries télé, une dans les années 60 et une autre série, Les Nouvelles Aventures de Vidocq, dans les années 70 avec Claude Brasseur. Vidocq fut également l'objet de 2 films, un en 2001 réalisé par Pitoff avec Gérard Depardieu, et un autre en 2018, L'Empereur de Paris, de Jean-François Richet avec Vincent Cassel. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis que je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça, vous devez connaître leurs manières, leurs habitudes, leur monde. J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats, je peux vous les fournir. Et à quel prix ? Ma lettre de grâce. Ah bon, rien que ça. Bon, j'avance maintenant jusqu'à la prochaine rue, et j'y arrive maintenant. Il s'agit de la rue de la Clé. La rue de la Clé doit son nom à une enseigne qui se trouvait là. La rue est très présente dans le film La Bande à Papa de 1956. C'est ici que vit le personnage joué par Fernand Reynaud. C'est au numéro 39. Dans le film L'Art d'aimer d'Emmanuel Mouret sorti en 2011, c'est dans cette rue que travaille Amélie jouée par Judith Godrèche et c'est également ici qu'elle rencontre Isabelle jouée par Julie Depardieu. Je vais avancer dans cette rue en tournant à gauche et en écoutant un extrait de l'ouverture de la Gazzaladra de Rossini, musique utilisée pour le film L'Art d'aimer. Cette musique de Rossini a été entendue dans de nombreuses publicités ou des films. On se souvient par exemple d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, sorti en 1971. Alors la Gazzaladra, c'est la pivoleuse, ça parlera aux fans de Tintin et plus particulièrement à ceux qui se souviennent de l'intrigue des bijoux de la Castafiore. Bon, j'arrive maintenant au niveau du cinéma La Clé. Ce cinéma fait l'angle de la rue de la Clé et de la rue d'Aubenton. Nous sommes donc au numéro 34, rue d'Aubenton, pour être précis. Ce cinéma a une histoire tumultueuse qui le lie aux amoureux du 7e art de manière très forte, puisque pour le sauver, un collectif s'est organisé pour le racheter, tout simplement. Pour être certain qu'il subsiste, il a même été occupé, mais le 1er mars 2022, les occupants ont été expulsés. Au moment où j'enregistre ce podcast, l'association récolte toujours des fonds pour racheter le cinéma, puisque acheter La Clé avec Cinéma Revolver, c'est la seule façon d'être sûr qu'il restera pour longtemps un cinéma indépendant, associatif et autogéré, ouvert à toutes et à tous. Donc si tu souhaites les aider et participer à ce rachat, j'ai mis le lien de leur campagne de financement participatif Hello Asso sur la page de cet épisode curieusdécouverte.fr. Sur l'immeuble voisin du cinéma au numéro 36, un Space Invader rouge sur la façade, rouge comme l'enseigne du cinéma. En plus, il brandit une clé, une belle façon d'être solidaire. Bon allez, maintenant je continue jusqu'à la rue Monge. C'est ici que nous nous arrêtons pour cette fois. En attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les photos et les différents liens que je partage sur curieusdécouverte.com pour aller encore plus loin dans les découvertes. Je t'invite aussi à partager ce podcast et à aller lui mettre des étoiles et des commentaires pour m'aider à être mieux référencé sur Apple Podcast et Spotify notamment.
Un grand merci à toi et à très bientôt.